trappeurs de l'Arkansas par Gustave Aimard. Première partie. Le cœur loyal. Chapitre 1. La prairie. À l'ouest des États-Unis s'étend à plusieurs centaines de milles au-delà du Mississippi un immense territoire, inconnu jusqu'à ce jour, composé de terres incultes, où ne s'élève ni la maison du blanc, ni le hâteau de l'Indien. Ce vaste désert, entremêlé de sombres forêts aux mystérieux sentiers tracés par le pas de bêtes fauves et de prairies verdoyantes aux herbes hautes et touffues, ondulant au moindre vent, est arrosé par de puissants cours d'eau, dont les principaux sont la grande rivière canadienne, l'Arkansas et la rivière Rouge. Sur ces terres à la végétation si riche, errent en troupes innombrables les chevaux sauvages, les buffles, les élans, les longues cornes et ces milliers d'animaux que la civilisation des autres parties de l'Amérique refoule de jour en jour et qui retrouvent dans ces parages leur primitive liberté. Aussi, les plus puissantes tribus indiennes ont-elles établi dans cette contrée leur territoire de chasse. Les Delawares, les Creeks, les Osages parcourent les frontières du désert aux environs des établissements des Américains, avec lesquels quelques faibles liens de civilisation commencent à les unir, luttant contre les hordes des Pawnees, des Pieds-Noirs, des Assiniboins et des Comanches, peuplades indomptées, nomades des prairies ou habitantes des montagnes, qui parcourent dans tous les sens ce désert dont nul d'elles n'ose s'arroger la propriété, mais qu'elles semblent s'entendre pour dévaster, se réunissant en grand nombre pour des parties de chasse, comme s'il s'agissait de faire la guerre. En effet, les ennemis que l'on est exposé à rencontrer dans ce désert sont de toutes espèces, sans parler ici des bêtes fauves. Il y a encore les chasseurs, les trappeurs et les partisans, qui ne sont pas moins redoutables pour les Indiens que leurs compatriotes. Aussi la prairie, théâtre sinistre de combats incessants et terribles, n'est-elle en réalité qu'un vaste ossuaire, où s'engloutissent obscurément chaque année, dans une guerre d'embuscade sans merci, des milliers d'hommes intrépides. Rien de plus grandiose et de plus majestueux que l'aspect de ces prairies dans lesquelles la Providence a versé à pleine main d'innombrables richesses. Rien de plus séduisant que ces vertes campagnes, ces épaisses forêts, ces larges rivières. Le murmure mélancolique des eaux sur les cailloux de la plage, le chant des milliers d'oiseaux cachés sous la feuillée, les bonds des animaux s'ébattant au milieu des hautes herbes. Tout enchante, tout attire et entraîne le voyageur fasciné, qui bientôt, victime de son enthousiasme, tombera dans un de ces pièges sans nombre tendus sous ses pas, parmi les fleurs, et payera de sa vie son imprudente crédulité. Vers la fin de l'année 1837, dans les derniers jours du mois de septembre, nommée par les Indiens lune des feuilles tombantes, Inaquiquisis, un homme jeune encore et qu'à la couleur de son teint, à défaut de son costume entièrement semblable à celui des Indiens, il était facile de reconnaître pour un blanc, était assis, 1 heure à peu près avant le coucher du soleil, auprès d'un feu dont le besoin commençait à se faire sentir à cette époque de l'année, dans un des endroits les plus ignorés de la prairie que nous venons de décrire. Cet homme avait 35 ou 36 ans au plus, quoique quelques rides, profondément creusées dans son large front d'une blancheur mate, semblassent indiquer un âge plus avancé. Les traits de son visage étaient beaux, nobles, empreints de cette fierté et de cette énergie que donne la vie sauvage. Ses yeux noirs à fleur de tête couronnés d'épais sourcils avaient une expression douce et mélancolique qui en tempérait l'éclat et la vivacité. Le bas de son visage disparaissait sous une barbe longue et touffue, dont la teinte bleuâtre tranchait avec l'étrange pâleur répandue sur ses traits. Sa taille était haute, élancée, parfaitement proportionnée. Ses membres nerveux, sur lesquels ressortaient des muscles d'une rigidité extrême, montraient qu'il était doué d'une vigueur peu commune. Enfin, toute sa personne inspirait cette respectueuse sympathie que les natures d'élite s'attirent plus facilement dans ces contrées que dans nos pays, où l'apparence physique n'est presque toujours que l'apanage de la brute. Son costume, d'une grande simplicité, se composait d'un mitas, espèce de caleçon étroit tombant en cheville, attaché aux hanches par un ceinturon de cuir, et d'une blouse de chasse en calicot,
brodée d'agréments en laine de différentes couleurs qui lui descendaient à mi-jambe. Cette blouse, ouverte par devant, laissait voir sa poitrine brunie, sur laquelle pendait un scapulaire de velours noir, retenu par une mince chaîne d'acier. Des bottines de peau de daim non tannées le garantissaient des morsures des reptiles, et lui montaient jusqu'au-dessus du genou. Enfin, un bonnet de peau de castor, dont la queue tombait par derrière, couvrait sa tête et laissait échapper de longues boucles d'une luxuriante chevelure noire, mêlée déjà de fils d'argent, qui s'épanouissaient sur ses larges épaules. Cet homme était un chasseur. Une magnifique carabine à canon rayé, placée auprès de lui à portée de main, la gibecière qu'il portait en bandoulière et les 2 cornes de buffalo, pendues à sa ceinture et pleines de poudre et de balles, ne laissaient aucun doute à cet égard. 2 longs pistolets doubles étaient négligemment jetés auprès de la carabine. Le chasseur, armé de ce long couteau nommé machette, sabre à lame courte et droite qui n'abandonne jamais les habitants des prairies, était occupé à écorcher consciencieusement un castor, tout en veillant avec soin sur un cuisseau de daim qui rôtissait au feu, suspendu à une corde, et en prêtant l'oreille au moindre bruit qui s'élevait dans la prairie. L'endroit où se trouvait cet homme était admirablement choisi pour une halte de quelques heures. C'était une clairière au sommet d'une colline assez élevée, qui par sa position dominant la prairie à une grande distance, empêchait une surprise. Une source jaillissait à quelques pas du lieu où le chasseur avait établi son bivouac, et descendait en formant une capricieuse cascade dans la plaine. L'herbe haute et abondante offrait un excellent pastos à 2 superbes chevaux, à l'œil sauvage et étincelant, qui entravés à l'amble, broyaient à pleines dents leur provende à quelques pas. Le feu allumé avec du bois sec et abrité de 3 côtés par des quartiers de roc ne laissait échapper qu'une mince colonne de fumée imperceptible à 10 pas, et un rideau d'arbres séculaires cachait le campement aux regards indiscrets de ceux qui probablement étaient en embuscade aux environs. Enfin, toutes les précautions nécessaires à la sûreté du chasseur avaient été prises avec cette prudence qui annonce une connaissance approfondie de la vie de coureur des bois. Le feu rougeâtre du couchant teignait de reflets charmants la cime des grands arbres. Le soleil était près de disparaître derrière les montagnes qui bornaient l'horizon, lorsque les chevaux interrompirent brutalement, subitement leur repas, levèrent la tête et pointèrent les oreilles, signe d'inquiétude qui n'échappèrent pas au chasseur. Quoiqu'il n'entendît encore aucun bruit suspect, que tout sembla calme aux environs, il se hâta de placer devant le feu la peau du castor, tendue sur 2 bâtons en croix, et sans se lever, il étendit la main vers sa carabine. Le cri de la pie se fit entendre répété, à 3 reprises différentes, à intervalles égaux. Le chasseur replaça sa carabine à ses côtés avec un sourire et se remit à surveiller le souper. Presque immédiatement, les herbes s'agitèrent violemment, et 2 magnifiques limiers vinrent en bondissant se coucher auprès du chasseur, qui les flatta un instant, et eut une certaine difficulté à se débarrasser de leurs caresses. Les chevaux avaient repris insoucieusement leur repas interrompu. Ces chiens ne précédaient que de quelques minutes un second chasseur, qui fit presque immédiatement son apparition dans la clairière. Ce nouveau personnage, beaucoup plus jeune que le premier, car il ne paraissait pas âgé de plus de 22 ans, était un homme grand, mince, agile, aux formes nerveuses, à la tête un peu ronde, éclairé par 2 yeux gris, pétillants d'intelligence, et doué d'une physionomie ouverte et loyale, à laquelle de longs cheveux d'un blond cendré donnaient quelque chose d'enfantin. Il était vêtu du même costume que son compagnon, et jeta en arrivant auprès du feu un chapelet d'oiseau qu'il portait sur ses épaules. Les chasseurs se livrèrent alors, sans échanger une parole, aux apprêts de l'un de ces soupers qu'un long exercice a toujours le privilège de faire trouver excellent. La nuit était complètement venue. Le désert s'éveillait peu à peu. Les hurlements des bêtes fauves résonnaient déjà dans la prairie. Les chasseurs, après avoir soupé de bon appétit, allumèrent leurs pipes et se plaçant le dos au feu, afin que la lueur de la flamme ne les empêchât pas de distinguer l'approche des visiteurs suspects que l'obscurité pouvait leur amener, ils fumèrent avec cette béatitude de gens qui, après une longue et pénible journée, savourent un instant de repos, que peut-être,
ils ne retrouveront pas de longtemps. » « Eh bien, » dit laconiquement le premier chasseur, entre deux bouffées de tabac. « Vous aviez raison, » répondit l'autre. « Ah ! Oui, nous avons trop obliqué sur la droite, c'est ce qui nous a fait perdre la piste. »« J'en étais sûr, » reprit le premier. « Voyez-vous, Belle Humeur, vous vous fiez trop à vos habitudes canadiennes. Les Indiens auxquels nous avons affaire ici ne ressemblent en rien aux Iroquois qui parcourent les territoires de chasse de votre pays. » Belle Humeur inclina la tête en signe d'assentiment. « Du reste, » reprit l'autre, « ceci est de peu d'importance en ce moment. L'urgent est de savoir quels sont nos voleurs. »« Je le sais. »« Bon, » fit l'autre, en retirant vivement sa pipe de sa bouche. « Et quels sont les Indiens qui ont osé voler des trappes marquées de mon chiffre ? » ?»« Les Comanches. »« Je m'en doutais. Vive Dieu ! 10 de nos meilleures trappes volées pendant la nuit. Je vous jure, Belle Humeur, qu'ils les paieront cher. » « Et où se trouvent les Comanches, en ce moment ? » ?»« À 3 lieues de nous, tout au plus. C'est un parti de pillards composé d'une douzaine d'hommes. D'après la direction qu'ils suivent, ils regagnent leur montagne. »« Ils n'y arriveront pas tous, » fit le chasseur en jetant un coup d'œil sur sa carabine. « Parbleu !» dit Belle Humeur avec un gros rire. « Ils n'auront que ce qu'ils méritent. Je m'en rapporte à vous, cœur loyal, pour les punir de leur incartade. Mais vous serez bien plus déterminé à vous venger d'eux lorsque vous saurez par qui ils sont commandés. »« Ah ! Ah, je connais donc leur chef. »« Un peu, » dit Belle Humeur en souriant. « C'est Nehunuta. »« La tête d'aigle !» s'écria le cœur loyal en bondissant. « Oh ! Oh oui, je le connais. Et Dieu veuille que cette fois je puisse régler le vieux compte que nous avons ensemble. Il y a assez longtemps que ces Mokens foulent le même sentier que moi et me barrent le passage. » Après avoir prononcé ces paroles avec un accent de haine qui fit frissonner Belle Humeur, le chasseur, fâché d'avoir laissé paraître la colère qui le dominait, reprit sa pipe et continua à fumer avec une feinte insouciance dont son compagnon ne fut point la dupe. La conversation fut interrompue. Les deux chasseurs semblaient absorbés par de profondes réflexions et fumaient silencieusement aux côtés l'un de l'autre. Enfin, Belle Humeur se tourna vers son compagnon. « Veillerai-je ? » demanda-t-il. « Non, » répondit à voix basse le cœur loyal. « Dormez. Je ferai sentinelle pour vous et pour moi. » Belle Humeur, sans faire la moindre observation, se coucha auprès du feu, et quelques minutes plus tard, il dormait profondément. Lorsque le hibou fit entendre son chant matinal qui semble saluer l'apparition prochaine du soleil, le cœur loyal, qui durant toute la nuit était demeuré immobile comme une statue de marbre, réveilla son compagnon. « Il est l'heure, » dit-il. « Oh, bien !» répondit Belle Humeur, qui se leva aussitôt. Les chasseurs sellèrent leurs chevaux, descendirent la colline avec précaution et s'élancèrent sur la piste des Comanches. En ce moment, le soleil apparut, radieux à l'horizon, dissipant les ténèbres et illuminant la prairie de sa magnifique et vivifiante lumière. Chapitre 2. Les chasseurs. 2 mots maintenant sur les personnages que nous venons de mettre en scène et qui sont appelés à jouer un rôle important dans cette histoire. Le cœur loyal, ce nom était le seul sous lequel le chasseur était connu dans toutes les prairies de l'Ouest, jouissait d'une immense réputation d'adresse, de loyauté et de courage parmi les tribus indiennes avec lesquelles les hasards de son aventureuse existence l'avaient mis en rapport. Toutes le respectaient. Les chasseurs et les trappeurs blancs, espagnols, américains du Nord ou métis faisaient grand cas de son expérience des bois et avaient souvent recours à ses conseils. Les pirates des prairies eux-mêmes, gens de sac et de cordes, rebuts de la civilisation, qui ne vivent que de rapine et d'exaction, n'osaient s'attaquer à lui et évitaient autant que possible de se trouver sur son passage. Ainsi, cet homme était parvenu,
par la force seule de son intelligence et de sa volonté, à se créer presque à son insu une puissance acceptée et reconnue par les féroces habitants de ces vastes déserts. Puissance dont il ne se servait que dans l'intérêt commun, et pour faciliter à tous les moyens de se livrer en toute sûreté aux occupations qu'ils avaient adoptées. Nul ne savait qui était le cœur loyal, ni d'où il venait. Le plus grand mystère couvrait ses premières années. Un jour, il y avait 15 ou 20 ans de cela. Il était tout jeune alors. Des chasseurs l'avaient rencontré sur les bords de l'Arkansas en train de tendre des trappes à castor. Les rares questions qui lui avaient été adressées sur sa vie étaient demeurées sans réponse. Les chasseurs, gens peu causeurs de leur nature, croyant soupçonner sous les paroles embarrassées et les réticences du jeune homme un secret qu'ils désiraient garder, se firent un scrupule de le presser davantage, et tout fut dit. Cependant, au contraire des autres chasseurs ou trappeurs des prairies, qui tous ont un ou deux compagnons avec lesquels ils s'associent et qu'ils ne quittent jamais, le cœur loyal vivait seul, n'ayant pas d'habitation fixe. Il parcourait dans tous les sens le désert sans planter sa tente nulle part. Toujours sombre et mélancolique, il fuyait la société de ses semblables, tout en étant prêt, lorsque l'occasion s'en présentait, à leur rendre service et même à exposer sa vie pour eux. Puis, lorsqu'on voulait lui exprimer de la reconnaissance, il piquait son cheval et allait tendre ses trappes au loin, afin de donner le temps à ceux qu'il avait obligés d'oublier le service rendu. Tous les ans, à la même époque, c'est-à-dire vers le mois d'octobre, le cœur loyal disparaissait pendant des semaines entières, sans que l'on pût soupçonner où il allait. Puis lorsqu'il reparaissait pendant quelques jours, son visage était plus sombre et plus triste. Un jour, il était revenu de l'une de ces mystérieuses expéditions accompagné de 2 magnifiques limiers tout jeunes, qui depuis étaient demeurés avec lui, et qu'il semblait aimer beaucoup. 5 ans avant l'époque où nous reprenons ce récit, revenant un soir de poser ses trappes pour la nuit, il avait tout à coup distingué à travers les arbres le feu d'un campement indien. Un homme blanc, âgé de 17 ans à peine, attaché à un poteau, servait de butte au couteau des peaux-rouges, qui se divertissaient à le martyriser, avant de le sacrifier à leur rage sanguinaire. Cœur loyal, n'écoutant que la pitié que lui inspirait la victime, sans réfléchir aux dangers terribles auxquels il s'exposait, s'était bravement élancé au milieu des Indiens, et était venu se placer devant le prisonnier, auquel il avait fait un rempart de son corps. Ces Indiens étaient des Comanches. Étourdis par cette irruption subite à laquelle ils étaient loin de s'attendre, ils restèrent quelques instants immobiles, confondus par tant d'audace. Sans perdre de temps, Cœur loyal avait tranché les liens du prisonnier, et lui donnant son couteau que l'autre reçut avec joie, ils se préparèrent tous deux à vendre chèrement leur vie. Les Blancs inspirent aux Indiens une terreur instinctive invincible. Cependant, les Comanches revenus de leur surprise firent un geste pour s'élancer en avant et attaquer les 2 hommes qui semblaient les braver. Mais la lueur du feu qui donnait en plein sur le visage du chasseur avait permis de le reconnaître. Les peaux-rouges reculèrent avec respect, en murmurant entre eux. « Le cœur loyal, le grand chasseur pâle !» La tête d'aigle, ainsi se nommait le chef des Indiens, ne connaissait pas le chasseur. C'était la première fois qu'il descendait dans les prairies de l'Arkansas. Il n'avait rien compris à l'exclamation de ces guerriers. D'ailleurs, il détestait cordialement les Blancs, auxquels il avait juré de faire une guerre d'extermination. Outré de ce qu'il considérait comme une lâcheté de la part de ceux qu'il commandait, il s'était avancé seul contre le cœur loyal. Mais alors, il s'était passé une chose étrange. Les Comanches s'étaient jetés sur leur chef, et malgré leur respect pour lui, ils l'avaient désarmé pour qu'il ne pût se porter à aucune voie de fait contre le chasseur. Le cœur loyal, après les avoir remerciés, avait lui-même rendu au chef les armes qu'on lui avait enlevées, et que celui-ci reçut en lançant un regard sinistre à son généreux adversaire. Le chasseur avait haussé les épaules avec dédain. Heureux de sauver la vie à un homme, il s'était retiré avec le prisonnier. Le cœur loyal venait en moins de 10 minutes de se faire un ennemi implacable et un ami dévoué.
L'histoire du prisonnier était simple. Parti du Canada avec son père pour venir chasser dans les prairies, ils étaient tombés entre les mains des Comanches. Après une résistance désespérée, son père, couvert de blessures, n'avait pas tardé à succomber. Les Indiens, fâchés de cette mort qui leur enlevait une victime, avaient prodigué au jeune homme les plus grands soins, afin qu'il pût honorablement figurer au poteau du supplice, ce qui serait inévitablement arrivé sans l'intervention providentielle du cœur loyal. Après avoir obtenu ces renseignements, le chasseur avait demandé au jeune homme quelles étaient ses intentions, et si le rude apprentissage qu'il venait de faire du métier de coureur des bois ne l'avait pas dégoûté de la vie d'aventure. « Ma foi, non. Au contraire, » avait répondu l'autre. « Je me sens plus que jamais déterminé à suivre cette carrière. Et puis, » avait-il ajouté, « je veux venger mon père. » « C'est juste, » avait observé le chasseur. La conversation en était restée là. Cœur Loyal avait conduit le jeune homme à une de ces caches, espèces de magasins creusés dans la terre et dans lesquels les trappeurs conservent leurs richesses. Il en avait tiré tout l'équipement d'un trappeur, fusil, couteau, pistolet, gibecière, trappe. Puis, après avoir remis ces divers objets à son protégé, « Allez, » lui avait-il dit, « et que Dieu vous aide. » L'autre l'avait regardé sans répondre. Évidemment, il ne comprenait pas. Le Cœur Loyal sourit. « Vous êtes libre ?» reprit-il. « Voici les objets nécessaires pour faire votre nouveau métier. Je vous les donne. La prairie est devant vous. Bonne chance. » Le jeune homme secoua la tête. « Non, » dit-il. « Je ne vous quitterai pas, à moins que vous ne me chassiez. Je suis seul, sans famille, sans amis. Vous m'avez sauvé la vie. Je vous appartiens. Je ne fais pas payer les services que je rends, dit le chasseur. Vous les faites payer trop cher, répondit vivement l'autre. Puisque vous n'acceptez pas la reconnaissance, reprenez vos dons, ils me sont inutiles. Je ne suis pas un mendiant auquel on jette une aumône. Je préfère aller me livrer de nouveau aux Comanches. Adieu. Et le Canadien se mit résolument en marche du côté du camp des Indiens. Le Cœur Loyal fut ému. Ce jeune homme avait l'air si franc, si naïf, qu'il sentit quelque chose se remuer pour lui dans sa poitrine. « Arrêtez, » dit-il. L'autre s'arrêta. « Je vis seul, » continua le chasseur. « L'existence que vous passerez avec moi sera triste. Un grand chagrin me dévore. Pourquoi vous attacher à moi, qui suis malheureux ? Pour partager votre chagrin, si vous m'en jugez digne, et vous consoler si cela est possible. L'homme seul risque de tomber dans le désespoir. Dieu lui a ordonné de s'adjoindre des compagnons. C'est vrai, murmura le chasseur indécis. À quoi vous arrêtez-vous ? Demanda le jeune homme avec anxiété. Le Cœur Loyal le considéra un instant avec attention. Son œil d'aigle sembla vouloir scruter ses plus secrètes pensées. Puis, sans doute satisfait de son examen, « Comment vous nommez-vous » lui dit-il. « Belle Humeur, » répondit l'autre. « Ou si vous le préférez, George Talbot. Mais on ne me donne ordinairement que le premier nom. » Le chasseur sourit. « Ce nom promet, » dit-il, et lui tendant la main, « Belle Humeur, » ajouta-t-il. « À partir de cet instant, vous êtes mon frère. Désormais, c'est entre nous à la vie et à la mort. » Il le baisa sur les yeux, ainsi que cela se pratique dans les prairies dans des circonstances semblables. « À la vie et à la mort !» répondit avec élan le Canadien, en serrant chaleureusement la main qui lui était tendue, et en baisant à son tour son nouveau frère sur les yeux. Voilà de quelle façon le Cœur Loyal et Belle Humeur s'étaient connus. Depuis 5 ans, pas le moindre nuage, pas la plus petite ombre n'avait passé sur l'amitié que ces deux natures d'élite s'étaient jurées dans le désert à la face de Dieu. Au contraire, tous les jours, elles semblaient s'accroître. Ils n'avaient qu'un cœur à deux, complètement sûrs l'un de l'autre, devinant leurs pensées les plus cachées.
Ces deux hommes avaient vu leurs forces se décupler, et telle était leur confiance réciproque qu'ils en étaient arrivés à ne plus douter de rien, à entreprendre et mener à bien les expéditions les plus audacieuses, devant lesquelles 10 hommes résolus auraient hésité. Mais tout leur réussissait. Rien ne paraissait leur être impossible. On aurait dit qu'un charme les protégeait et les rendait invulnérables et invincibles. Aussi, leur réputation s'était-elle répandue au loin, et ceux que leur nom ne frappait pas d'admiration le répétaient avec terreur. Après quelques mois passés par cœur loyal à étudier son compagnon, entraîné par ce besoin que l'homme éprouve de confier ses peines à un ami sûr, le chasseur n'avait plus eu de secret pour Belle Humeur. Cette confidence que le jeune homme attendait avec impatience, mais qu'il n'avait rien fait pour amener, avait resserré encore, s'il est possible, les liens qui attachaient les deux hommes, en fournissant au Canadien les moyens de donner à son ami les consolations que son âme froissée exigeait, et lui permettant de ne jamais irriter des plaies toujours saignantes. Le jour où nous les avons rencontrés dans la prairie, ils venaient d'être victimes d'un vol audacieux, commis par leur vieil ennemi, la tête d'aigle, le chef Comanche, dont la haine et la rancune, au lieu de s'affaiblir avec le temps, n'avaient au contraire fait que s'augmenter. L'Indien, avec la fourberie caractéristique de sa race, avait dissimulé et dévoré en silence l'affront qu'il avait subi de la part des siens, et dont les deux chasseurs blancs étaient les causes directes, attendant patiemment l'heure de la vengeance. Il avait sourdement creusé un abîme sous les pieds de ses ennemis, indisposant peu à peu les peaux-rouges contre eux, répandant adroitement des calomnies sur leur compte. Grâce à ce système, il avait enfin réussi, il le croyait du moins, à indisposer jusqu'aux chasseurs blancs et métis, et à faire considérer les deux hommes comme des ennemis par tous les individus dispersés dans la prairie. Dès que ce résultat avait été obtenu, la tête d'aigle s'était mise à la tête d'une trentaine de guerriers dévoués, et voulant amener un éclat qui perdrait ceux dont il avait juré la mort, il avait dans une seule nuit volé toutes leurs trappes, certain qu'il ne laisserait pas un tel affront impuni, et qu'il voudrait en tirer vengeance. Le chef ne s'était pas trompé dans ses calculs. Tout était arrivé comme il l'avait prévu. C'était là qu'il attendait ses ennemis. Pensant qu'il ne trouverait aucun secours parmi les Indiens ou les chasseurs, il se flattait, grâce aux 30 hommes résolus qu'il commandait, de s'emparer facilement des deux chasseurs qu'il se proposait de faire mourir dans des tortures atroces. Mais il avait commis la faute de dissimuler le nombre de ses guerriers, afin d'inspirer plus de confiance aux chasseurs. Ceux-ci n'avaient été qu'à moitié dupes de ce stratagème. Se trouvant assez fort pour lutter même contre 20 Indiens, il n'avait réclamé l'aide de personne pour se venger d'ennemis qu'il méprisait, et s'était, comme nous l'avons vu, mis résolument à la poursuite des Comanches. Fermant ici cette parenthèse un peu longue, mais indispensable pour l'intelligence de ce qui va suivre, nous reprendrons notre récit au point où nous l'avons interrompu, en terminant le précédent chapitre. Chapitre 3. La piste. La tête d'aigle, qui voulait être découvert par ses ennemis, n'avait pris aucun soin pour dissimuler sa piste. Elle était parfaitement visible dans les hautes herbes, et si parfois elle semblait s'effacer, les chasseurs n'avaient qu'à se pencher légèrement de côté pour en retrouver les empreintes. Jamais dans la prairie l'on n'avait suivi un ennemi de la sorte. Cela devait d'autant plus paraître singulier au cœur loyal, qui de longue date connaissait à fond toutes les ruses des Indiens et savait avec quel talent, lorsqu'ils le jugent nécessaire, ils font disparaître les marques de leur passage. Cette facilité lui donnait à réfléchir. Pour que les Comanches n'eussent pas pris plus de soin, il fallait qu'ils se crussent bien fort, ou bien qu'ils eussent préparé une embuscade dans laquelle ils espéraient faire tomber leurs trop confiants ennemis. Les deux chasseurs s'avançaient, jetant de temps en temps un regard à droite ou à gauche, afin d'être sûrs de ne pas se tromper. Mais la piste allait toujours en ligne droite, sans détour ni circuit d'aucune sorte. Il était impossible de rencontrer plus de facilité dans une poursuite. Belle Humeur lui-même commençait à trouver cela extraordinaire et à s'en inquiéter sérieusement. Mais si les Comanches n'avaient pas voulu se donner la peine de cacher leur marche, les chasseurs n'agissaient pas comme eux,
ils n'avançaient qu'en effaçant au fur et à mesure la trace de leur passage. Ils arrivèrent ainsi sur les bords d'un ruisseau assez large, nommé le Vert de Gris, qui est un affluent de la Grande Canadienne. Avant de traverser cette petite rivière de l'autre côté de laquelle les chasseurs ne seraient plus très éloignés des Indiens, Cœur Loyal s'arrêta, en faisant signe à son compagnon de l'imiter. Tous deux descendirent de cheval, et conduisant leur monture par la bride, ils se retirèrent à l'abri d'un bouquet d'arbres, afin de ne pas être aperçus, si par hasard quelque sentinelle indienne était chargée de surveiller leur approche. Lorsqu'ils furent cachés dans l'épaisseur du bois, Cœur Loyal posa un doigt sur sa bouche pour recommander la prudence à son compagnon, et approchant ses lèvres de son oreille, il lui dit, d'une voix faible comme un souffle: « Avant d'aller plus loin, consultons-nous, afin de bien savoir ce que nous voulons faire. » Belle Humeur baissa la tête en signe d'acquiescement. « Je soupçonne quelque trahison, » reprit le chasseur. « Les Indiens sont des guerriers trop expérimentés et qui ont trop l'habitude de la vie des prairies pour agir comme ils le font, sans une raison impérieuse. »« C'est vrai, » appuya le Canadien avec conviction. « Cette piste est trop belle et trop clairement indiquée pour ne pas cacher un piège. » »« Oui, mais ils ont voulu être trop fins. Leur astuce a dépassé le but. Ce ne sont pas de vieux chasseurs comme nous que l'on peut tromper ainsi. Nous devons donc redoubler de prudence, examiner chaque feuille et chaque brin d'herbe avec soin, afin de nous aventurer plus près du camp des Peaux-Rouges. »« Faisons mieux, » dit Belle Humeur en jetant un regard autour de lui. « Cachons nos chevaux dans un endroit sûr où nous puissions les retrouver au besoin. Nous irons ensuite à pied reconnaître la position et le nombre de ceux que nous voulons surprendre. »« Vous avez raison, Belle Humeur, » dit le Cœur Loyal. « Votre conseil est excellent. Nous allons le mettre en pratique. »« Je crois qu'il faut nous hâter alors. »« Pourquoi donc ? » ?»« Ne nous pressons pas, au contraire. Les Indiens, ne nous voyant pas paraître, se relâcheront de leur surveillance et nous profiterons de leur négligence pour les attaquer, si nous sommes forcés d'en venir à ce moyen extrême. Du reste, il vaudrait peut-être mieux attendre la nuit pour commencer notre expédition. Mettons d'abord nos chevaux en sûreté. Nous verrons ensuite. Les chasseurs sortirent du fourré avec la plus grande précaution. Au lieu de traverser la rivière, ils rebroussèrent chemin et suivirent pendant quelque temps la route qu'ils avaient déjà faite. Puis ils appuyèrent sur la gauche et s'engagèrent dans un ravin où ils disparurent bientôt au milieu des hautes herbes. « Je vous laisse nous guider, Belle Humeur, » dit le Cœur Loyal. « Je ne sais réellement pas où vous nous conduisez. »« Rapportez-vous-en à moi. J'ai découvert par hasard à 2 portées de fusil de l'endroit où nous sommes une espèce de citadelle où nos chevaux seront on ne peut mieux, et dans laquelle, le cas échéant, nous pourrions soutenir un siège en règle. »« Hein, caramba !» exclama le chasseur, qui par ce juron qui lui était habituel trahissait son origine espagnole. « Comment avez-vous donc fait cette précieuse découverte ? » ?»« Mon Dieu !» dit Belle Humeur, « de la façon la plus simple. Je venais de tendre mes trappes lorsqu'en gravissant la montagne qui est là devant nous, afin d'abréger mon chemin et de vous rejoindre plus vite, à peu près aux 2/3 de la montée, je vis passer entre les broussailles le museau velu d'un superbe ours. Ah, mais je connais à peu près cette aventure. Vous m'avez apporté ce jour-là, si je ne me trompe pas, non pas une, mais bien 2 peaux d'ours noir. C'est cela même. Mes gaillards étaient 2, un mâle et une femelle. Vous comprenez qu'à leur vue, mes instincts de chasseur se réveillèrent immédiatement. Oubliant ma fatigue, j'armai ma carabine et je me mis à leur poursuite. Vous allez voir par vous-même quel fort ils avaient choisi, ajouta-t-il en mettant pied à terre, manœuvre que son compagnon imita. Devant eux s'élevait en amphithéâtre une masse de rochers qui affectait les formes les plus bizarres et les plus capricieuses. De maigres broussailles poussaient çà et là dans l'interstice des pierres, des plantes grimpantes couronnaient la cime des rochers et donnaient à cette masse qui s'élançait à plus de 600 mètres au-dessus de la prairie l'apparence d'une de ces antiques ruines féodales que l'on rencontre de loin en loin sur les bords des grands fleuves d'Europe.
Ce lieu était nommé par les chasseurs de ces parages les Châteaux Blancs, à cause de la couleur des blocs de granit dont il était formé. « Nous ne pourrons jamais monter là-haut, avec nos chevaux, » fit le cœur loyal, après avoir étudié un instant avec soin l'espace qu'ils avaient à franchir. « Essayons toujours, » dit Belle Humeur, en traînant son cheval par la bride. L'ascension était rude, et tous autres chevaux que ceux des chasseurs habitués aux chemins les plus difficiles n'auraient pu l'accompagner et se seraient brisés 1000 fois en roulant du haut en bas. Il fallait choisir avec soin l'endroit où l'on posait le pied, puis s'élançait en avant d'un bond, et toujours ainsi avec des tours et des détours à donner le vertige. Après une demi-heure à peu près de difficultés inouïes, ils arrivèrent à une espèce de plateforme de 10 mètres de large tout au plus. « C'est ici, » dit Belle Humeur en s'arrêtant. « Comment ici ?» répondit Cœur Loyal, en regardant de tous côtés sans apercevoir d'ouverture. Belle Humeur sourit. « Venez. » Et toujours traînant son cheval, il passa derrière un bloc de rocher. Le chasseur le suivit, avec curiosité. Après avoir marché pendant 5 minutes dans une espèce de boyau large de 3 pieds tout au plus, qui semblait tourner sur lui-même, les aventuriers se trouvèrent subitement devant la bouche béante d'une profonde caverne. Ce chemin, tracé par une de ces convulsions terribles de la nature, si fréquentes dans ces régions, était si bien dissimulé derrière les rocs et les pierres qui le masquaient, qu'il était impossible de le découvrir à moins d'un hasard providentiel. Les chasseurs entrèrent. Avant de monter, Belle Humeur avait fait une énorme provision de bois chandelle. Il alluma 2 torches, en remit une à son compagnon et garda l'autre. Alors la grotte leur apparut, dans toute sa sauvage majesté. Ses murailles étaient hautes et chargées de stalactites brillantes qui renvoyaient la lumière en la décuplant et formaient une illumination féerique. « Cette caverne, » dit Belle Humeur, après avoir donné à son ami le temps de l'examiner dans tous ses détails. « Cette caverne est, je n'en doute pas, une des merveilles de la prairie. Cette galerie qui descend en pente douce en face de nous passe dessous le vert de gris et va aboutir de l'autre côté de la rivière, à plus d'1 mille dans la plaine. En sus de la galerie par laquelle nous sommes entrés, et celle qui est devant nous, il en existe 4 autres, qui toutes ont des sorties en divers endroits. Vous voyez qu'ici nous ne risquons pas d'être cernés, et que ces chambres spacieuses nous offrent une suite d'appartements à rendre jaloux le président des États-Unis lui-même. » Cœur Loyal, enchanté de la découverte de ce refuge, voulut le visiter dans les moindres détails, et bien qu'il fût éminemment silencieux de sa nature, le chasseur ne put à différentes reprises retenir son admiration. « Pourquoi ne m'en avez-vous pas encore parlé ?» dit-il à Belle Humeur. « J'attendais l'occasion, » répondit celui-ci. Les chasseurs parquèrent leurs chevaux avec des vivres en abondance dans un des compartiments de la grotte où le jour pénétrait par des fissures imperceptibles. Puis, lorsqu'ils se furent assurés que les nobles bêtes ne manqueraient de rien durant leur absence et qu'elles ne pouvaient s'échapper, ils jetèrent leurs carabines sur l'épaule, sifflèrent leurs chiens et s'enfoncèrent à grands pas dans la galerie qui passait sous la rivière. Bientôt l'air devint humide autour d'eux. Un bruit sourd et continu se fit entendre au-dessus de leur tête. Ils passaient sous le vert de gris. Seulement, grâce à l'espèce de lanterne formée par un rocher creux placé en vedette au milieu du courant de la rivière, la clarté était suffisante pour se guider. Après une demi-heure de marche, ils débouchèrent dans la prairie par une entrée masquée par un fourré de broussailles et de plantes grimpantes. Ils étaient restés longtemps dans la grotte. D'abord, ils l'avaient examinée, minutieusement, en hommes qui prévoient qu'un jour ou l'autre, ils auront besoin d'y chercher un abri. Ensuite, ils avaient fait une espèce d'écurie pour leurs chevaux. Et enfin, ils avaient mangé un morceau sur le pouce, de sorte que le soleil était sur le point de se coucher au moment où ils se remettaient sur la piste des Comanches. Alors commença la véritable poursuite indienne. Les 2 chasseurs, après avoir fait prendre la voie à leur limier, se glissèrent silencieusement sur leurs traces, rampant sur les genoux et sur les mains, au milieu des hautes herbes, l'œil au guet et l'oreille aux écoutes,
retenant leur souffle et s'arrêtant par intervalles pour humer l'air et interroger ces mille bruits de la prairie, que les chasseurs perçoivent avec une facilité inouïe et qu'ils expliquent sans hésiter. Le désert était plongé dans un silence de mort. À l'approche de la nuit dans ces immenses solitudes, la nature semble se recueillir et préluder dans une religieuse adoration au mystère des ténèbres. Les chasseurs avançaient toujours, redoublant de précautions et rampant sur deux lignes parallèles. Tout à coup, les chiens tombèrent silencieusement en arrêt. Les braves animaux paraissaient comprendre le prix du silence dans ces lieux, et qu'un seul cri coûterait la vie à leur maître. Belle Humeur jeta un regard perçant autour de lui. Son œil étincela. Il se ramassa pour ainsi dire sur lui-même, et bondissant comme une panthère, il s'élança sur un guerrier indien, qui, le corps penché en avant, la tête baissée, semblait pressentir l'approche d'un ennemi. L'Indien fut brusquement renversé sur le dos, avant qu'il pût jeter un cri d'appel ou de détresse. Belle Humeur lui serra la gorge, et lui appuya le genou sur la poitrine. Alors, avec un sang-froid extrême, le chasseur dégaina son couteau et l'enfonça jusqu'à la poignée dans le cœur de son ennemi. Lorsque le sauvage vit qu'il était perdu, il dédaigna de tenter une résistance inutile. Mais fixant sur le Canadien un regard de haine et de dédain, un sourire ironique plissa ses lèvres, et il laissa venir la mort avec un visage impassible. Belle Humeur replaça son couteau à sa ceinture et poussant le cadavre de côté, « Un, dit-il imperturbablement. Et il recommença à ramper. Le cœur loyal avait suivi les mouvements de son ami avec la plus grande attention, prêt à le secourir si besoin était. Lorsque l'Indien fut mort, il reprit impassiblement la piste. Bientôt, la lueur d'un feu brilla entre les arbres et une odeur de chair rôtie frappa l'odorat subtil des chasseurs. Ils se dressèrent comme deux fantômes le long d'un énorme chêne-liège qui se trouvait à quelques pas, et embrassant le tronc noueux de l'arbre, ils se cachèrent dans ses branches touffues. Alors, ils regardèrent. Ils planaient sur le camp des Comanches, qui se trouvait à 10 mètres d'eux, tout au plus. Chapitre 4. Les voyageurs. Environ à l'heure où les trappeurs sortaient de la grotte et reprenaient la piste des Comanches, à 20 milles à peu près de l'endroit où ils se trouvaient, une troupe assez considérable de voyageurs blancs s'arrêtait sur les bords de la Grande Canadienne et se préparait à camper pour la nuit, dans une magnifique position, où se voyaient encore quelques vestiges d'une ancienne halte de chasse indienne. Les chasseurs et les Gambousinos de Missan, qui servaient de guides aux voyageurs, se hâtèrent de décharger une douzaine de mules escortées par des lanceros mexicains. Avec les ballots, ils firent une enceinte de forme ovale dans l'intérieur de laquelle ils allumèrent du feu. Puis, sans plus s'occuper de leurs compagnons, les guides se réunirent en un petit groupe et préparèrent leur repas du soir. Alors, un jeune officier de 24 à 25 ans, à la tournure martiale, aux traits fins et caractérisés, s'approcha respectueusement d'un palanquin, attelé de 2 mules, escorté par 2 cavaliers. « Dans quel endroit votre seigneurie désire-t-elle que l'on dresse la tente de la señorita ?» demanda le jeune officier en se découvrant. « Où vous voudrez, capitaine Aguilar, pourvu que ce soit bientôt fait. Ma nièce tombe de fatigue, » répondit le cavalier qui se tenait à la droite du palanquin. C'était un homme de haute taille, aux traits durs et accentués, au regard d'aigle, dont les cheveux étaient blancs comme les neiges du Chimborazo, et qui, sous le large manteau militaire qui le couvrait, laissait voir le splendide uniforme, étincelant de broderies, de général mexicain. Le capitaine se retira, après s'être incliné, et retournant auprès des lanceros, il leur donna l'ordre d'établir au milieu de l'enceinte du camp une jolie tente rayée de rose et de bleu, portée en travers sur le dos d'une mule. 5 minutes plus tard, le général, mettant pied à terre, offrit galamment la main à une jeune femme qui sauta légèrement hors du palanquin, et il la conduisit sous la tente, où, grâce au capitaine Aguilar, tout avait été préparé pour qu'elle se trouvât aussi confortablement que les circonstances le permettaient. Derrière le général et sa nièce, 2 personnes entrèrent dans la tente.
L'une était un homme gros et court, à la figure pleine et rougeaude, portant des lunettes vertes et une perruque blonde, qui étouffait dans un uniforme d'officier de santé. Ce personnage dont l'âge était un problème, mais qui paraissait avoir près de 50 ans, se nommait Jérôme Boniface Durieux. Il était français et chirurgien-major au service du Mexique. En mettant pied à terre, il avait saisi et placé sous son bras, avec une espèce de respect, une grosse valise attachée derrière la selle de son cheval, et dont il semblait ne vouloir pas se séparer. La seconde personne était une jeune fille, ou plutôt une enfant de 15 ans, à la mine mutine et éveillée, au nez retroussé et au regard hardi, appartenant à la race métisse qui servait de camériste à la nièce du général. Un superbe nègre décoré du nom majestueux de Jupiter se hâtait, aidé par 2 ou 3 gambusinos, de préparer le souper. « Eh bien, docteur, dit en souriant le général au gros homme qui venait en soufflant comme un bœuf de s'asseoir sur sa valise. « Comment trouvez-vous ma nièce ce soir ?»« La señorita est toujours charmante, » répondit galamment le docteur en s'essuyant le front. « Pfff, ne trouvez-vous pas que la chaleur est étouffante ?»« Ma foi non, » répondit le général, « pas plus qu'à l'ordinaire. »« Alors, je me le serais figuré, » dit le médecin avec un soupir. « De quoi riez-vous, petite masque ?» ajouta-t-il en se tournant vers la camériste, qui en effet riait à se démonter la mâchoire. « Ne faites pas attention à cette folle, docteur, vous savez bien que c'est une enfant, » dit la jeune femme avec un charmant sourire. « Je vous ai toujours dit, Doña Luz, » insista le médecin en fronçant ses gros sourcils et en enflant ses joues, « que cette petite fille est un démon pour qui vous êtes trop bonne et qui finira par vous jouer un mauvais tour un jour ou l'autre. »« Ouh, le méchant ramasseur de cailloux !» dit avec une grimace la métisse, faisant allusion à la manie du docteur de collectionner les pierres. « Allons, allons, la paix, » dit le général. « La route d'aujourd'hui vous a-t-elle fatiguée, ma nièce ? » « Non, pas excessivement, » répondit la jeune fille avec un bâillement étouffé. « Depuis près d'un mois que nous sommes en voyage, je commence à m'habituer à ce genre de vie, que je l'avoue, dans les commencements, je trouvais excessivement pénible. » Le général poussa un soupir, mais ne répondit pas. Le docteur était absorbé par le soin avec lequel il classait les plantes et les pierres qu'il avait recueillies dans la journée. La métisse tournait comme un oiseau dans la tente, occupée à mettre en ordre les divers objets dont sa maîtresse pouvait avoir besoin. Nous profiterons de cet instant de répit pour faire en 2 mots le portrait de la jeune femme. Doña Luz de Bermudez était la fille d'une sœur cadette du général. C'était une charmante enfant de 16 ans au plus. Ses grands yeux noirs couronnés de sourcils, dont la teinte foncée tranchait avec la blancheur de son front pur, étaient voilés par de longs cils de velours qui en cachaient chastement l'éclat. Sa bouche mignonne, ornée de dents de perles, était bordée de 2 lèvres rouges comme du corail. Sa peau fine avait conservé ce duvet des fruits mûrs, et les tresses de ses cheveux aux reflets bleuâtres pouvaient, lorsqu'elles étaient défaites, former un voile à tout son corps. Sa taille était fine et cambrée. Elle possédait au suprême degré ce mouvement onduleux, gracieusement serpentin qui distingue les Américaines. Ses mains et ses pieds étaient d'une petitesse extrême. Sa démarche avait cette nonchalante mollesse des créoles si remplie de désinvolture. Enfin, toute la personne de cette jeune fille était un composé de grâce et de perfection. Ignorante comme toutes ses compatriotes, elle était gaie et rieuse, s'amusant de la moindre bagatelle et ne connaissant de la vie que ce qu'elle a d'agréable. Mais cette belle statue ne vivait pas. C'était Pandore, avant que Prométhée eût dérobé pour elle le feu du ciel. Et pour continuer notre comparaison mythologique, l'amour ne l'avait pas encore effleurée de son aile. Ses sourcils ne s'étaient pas froncés sous la pression de la pensée, et son cœur n'avait pas battu sous l'attrait du désir. Élevée par les soins du général dans une retraite presque claustrale, elle ne l'avait quitté que pour le suivre dans le voyage qu'il avait entrepris dans les prairies. Dans quel but ce voyage, et pourquoi son oncle avait-il si absolument désiré l'emmener avec lui ?
Cela importait peu à la jeune fille. Heureuse de vivre au grand air, de voir sans cesse des pays nouveaux, d'être libre en comparaison de la vie qu'elle avait menée jusque-là, elle n'en avait pas demandé davantage, et n'avait jamais tenté d'adresser à son oncle d'indiscrètes questions. À l'époque où nous la rencontrons, Donia Luz était donc une heureuse enfant, vivant au jour le jour, satisfaite du présent, ne songeant nullement à l'avenir. Le capitaine Aguilar entra, précédant Jupiter qui portait le dîner. La table avait été dressée par Phébé, la camériste. Le repas se composait de conserves et d'un cuisseau de daim rôti. 4 personnes prirent place autour de la table. Le général, sa nièce, le capitaine et le docteur. Jupiter et Phébé servaient. La conversation fut assez languissante pendant le premier service, lorsque l'appétit des convives fut un peu calmé. La jeune fille qui se plaisait à lutiner le docteur lui adressa la parole. « Avez-vous fait une riche moisson aujourd'hui, docteur ?» lui demanda-t-elle. « Pas trop bonne, señorita, » répondit-il. « Eh, mais, » fit-elle en souriant, « il me semble que les pierres sont assez abondantes sur notre route, et il n'a tenu qu'à vous d'en ramasser la charge d'une mule. » Vous devez être heureux de votre voyage. Il vous offre l'occasion de vous livrer en liberté à votre passion pour les plantes de toutes sortes, dit le général. Pas trop, général, je vous l'avoue. La prairie n'est pas aussi riche que je l'aurais cru. Et si ce n'était l'espoir que j'ai de découvrir une plante dont les qualités puissent faire un pas à la science, je regretterais presque ma petite maison de Guadeloupe, où ma vie s'écoulait si tranquille et si uniforme. Ben, interrompit le capitaine. Nous ne sommes encore que sur les frontières des prairies. Vous verrez, quand nous nous serons enfoncés davantage en l'intérieur, vous ne pourrez pas suffire à recueillir les richesses qui se rencontreront sous vos pas. Ah, Dieu vous entende, capitaine, dit le savant avec un soupir. Pourvu que je retrouve la plante que je cherche, je me tiendrai pour satisfait. C'est donc une plante bien précieuse demanda Donia Luz. Comment, señorita s'écria le gros docteur en s'échauffant. Une plante que Linné a décrite et classée, mais que personne n'a jamais retrouvée depuis. Une plante qui peut faire ma réputation. Vous me demandez si elle est précieuse ? À quoi sert-elle donc ? dit la jeune fille avec curiosité. À quoi elle sert ? Oui. À rien, répondit naïvement le savant. Donia Luz partit d'un éclat de rire argentin, dont les notes perlées auraient rendu un rossignol jaloux. Et vous l'appelez une plante précieuse ? Oui, par sa rareté même. Ah, très bien. Espérons que vous la trouverez, docteur, dit le général d'un ton conciliant. Jupiter, appelez le chef des guides. Le nègre sortit et rentra presque aussitôt, suivi par un Gambosino. Celui-ci était un homme d'une 40aine d'années, d'une taille haute, carrée et musculeuse. Sa physionomie, sans être laide, avait quelque chose de repoussant dont on ne pouvait se rendre compte. Ses yeux fauves et louches, enfoncés sous l'orbite, jetaient une lueur sauvage. Son front bas, ses cheveux crépus et son teint cuivré complétaient un ensemble qui n'avait rien de fort agréable. Il portait le costume des coureurs des bois, était froid, impassible, d'une nature essentiellement silencieuse, et répondait au nom de Babillard que sans doute les Indiens, ou ses compagnons eux-mêmes, lui avaient donné par antiphrase. « Tenez, mon brave, lui dit le général, en lui tendant un verre plein jusqu'au bord d'une espèce d'eau-de-vie appelée mescal, du nom de l'endroit où on la fabrique. Buvez ceci. » Le chasseur s'inclina, vida d'un trait le verre qui contenait près d'1 litre de liqueur, puis, passant le bout de sa manche sur sa moustache, il attendit. « Je compte, dit le général, m'arrêter quelques jours dans une position sûre, afin de me livrer sans craindre d'être inquiété à certaines recherches. Serions-nous en sécurité ici ? » L'œil du guide étincela. Il fixa un regard brûlant sur le général. « Non, répondit-il laconiquement. « Pourquoi ? Trop d'Indiens et de bêtes fauves. En connaissez-vous un plus convenable ? Oui. Loin ? Non. À quelle distance ?
40 000. Combien nous faudra-t-il de jours pour y arriver? 3. C'est bien. Vous nous y conduirez. Demain au lever du soleil, nous nous mettrons en marche. C'est tout? C'est tout. Bonne nuit. Et le chasseur se retira. Ce que j'aime dans le babillard, c'est que sa conversation n'est pas ennuyeuse, dit le capitaine en souriant. J'aimerais mieux qu'il parlât davantage, fit le docteur en hochant la tête. Je me méfie des gens qui craignent toujours d'en trop dire. C'est qu'ils ont quelque chose à cacher. Le guide, après avoir quitté la tente, rejoignit ses compagnons avec lesquels il se mit à parler vivement, à voix basse. La nuit était magnifique. Les voyageurs réunis devant la tente causaient entre eux en fumant leurs cigares. Doña Luz chantait une de ses charmantes chansons créoles, pleines de suaves mélodies. Tout à coup, une lueur rougeâtre parut à l'horizon, grandissant d'instant en instant, et un bruit sourd et continu, comme les grondements d'un tonnerre lointain, se fit entendre. « Qu'est cela » s'écria le général, en se levant précipitamment. « C'est la prairie qui brûle », répondit paisiblement le babillard. À cette annonce terrible, faite si tranquillement, tout fut en rumeur dans le camp. Il fallait fuir en toute hâte, si l'on ne voulait courir le risque d'être brûlé vif. Un des Gambousinos, profitant du désordre, se glissa parmi les ballots et disparut dans la plaine, après avoir échangé un signe mystérieux avec le babillard. Bonjour et bienvenue dans ce deuxième vlog lecture sur les trappeurs de l'Arkansas de Gustave Aimard. Alors déjà, tout d'abord, je me doutais bien qu'il y aurait un peu de racisme. Donc, l'Indien est fourbe, on parle de nègre. C'est évidemment pas des idées ou des termes que j'apprécie, mais je me doutais qu'il serait présent, 19e. Que dire? Alors, quand j'ai lu le prologue il y a un bon moment, je l'ai monté il y a 15 jours, 3 semaines, donc je me souviens vaguement de l'histoire. Et je pense d'ailleurs que le fameux chasseur Cœur Loyal, c'est le fils, à mon avis, c'est le fils du gars qui avait l'hacienda, qui a été exilé en fait à la suite du meurtre du vaquero et du fait qu'il avait perdu aux cartes, qu'il n'était pas content et qu'il avait foutu le feu à une maison. Après, tout le monde avait l'air de dire que ça, c'était la version officielle, quoi, ce qui s'était passé. Donc, a priori, ce gosse-là, il avait bien fait tout ça. Il avait bien tué le vaquero aussi devant plein de monde. Et ça nous avait été raconté en direct. Mais ensuite, il aurait dû, en fait, être exécuté, être pendu, sans doute, parce qu'il avait tué quelqu'un. Mais son père, qui est un noble, castillan, il me semble, son père avait négocié avec le juge de paix, en lui graissant la patte, le fait de s'occuper lui-même de son fils. Donc à savoir aller le larguer en plein désert avec un sac de bouffe et une gourde, en gros. Un fusil aussi. Mais donc on peut très fortement supposer, je ne sais pas si vous vous souvenez de la fin du prologue, il me semble que c'est Doña Resucita, donc la maman. Resucita, c'est comme Jésus, mais avec S-I-T-A à la fin. Donc la maman de Doña Resucita était partie avec No Eusebio, je sais pas comment ça se dit, essayer de récupérer son gosse, sauf que pareil, il me semble qu'ils n'étaient pas rentrés non plus. Et du coup, le père était retourné, et en fait, il y avait le cadavre d'un cheval et personne d'autre. Sachant qu'ils étaient partis avec 2 chevaux et que le gosse était resté, il était à pied. Donc un cheval pour 3, c'est un peu la merde. Et probablement en fait qu'ils avaient été enlevés par des Indiens. Donc, je pense très fort que ce nouveau chasseur, qui est habillé comme un Indien, comme un coureur des bois, il a plus l'air du tout d'être au même... j'ai l'impression qu'il est tout en haut. Attendez, c'est où l'Arkansas? Parce que je regarde où est l'Arkansas, parce que je suis nulle en géo. Vous avez le Mexique, vous avez le golfe du Mexique, donc l'eau là, entre le Mexique et la Floride et Cuba.
Au-dessus, vous avez la Louisiane, et encore au-dessus de la Louisiane, vous avez l'Arkansas. Pour ceux qui sont à peu près bons en géo, donc pas moi, l'Arkansas c'est collé, enfin en dessous il y a la Louisiane, à droite il y a le Mississippi, le Tennessee, au nord il y a le Missouri, complètement à gauche il y a l'Oklahoma, et il y a un petit bout du Texas, en bas à gauche. Donc c'est pas très loin de la mer, enfin faut traverser toute la Louisiane pour rejoindre la mer, mais c'est quand même bien dans les terres et il y a l'air d'avoir une chaîne de montagnes. J'ai l'impression. Bon, je vous dis peut-être pas les... je sais pas si c'est un intérêt fou de vous dire le nom des villes qui probablement ne seront pas citées dans le bouquin parce que elles n'existaient sans doute pas. Mais donc, ouais, trappeurs de l'Arkansas, ils sont pas si loin que ça du Mexique, mais il y a une petite trotte quand même pour y aller. Euh, j'ai trouvé ça intéressant, le fait qu'on voit qu'il est probablement mais ultra autonome tout seul dans... Enfin, qui sait se débrouiller dans la nature avec son fusil et compagnie. Les coureurs des bois, c'était des hommes blancs qui généralement pouvaient être assez proches des Indiens, commercer avec eux, échanger des techniques, hein, genre des techniques de chasse contre des balles ou j'en sais rien, ou de l'alcool, des trucs comme ça. Les coureurs des bois pouvaient aussi éventuellement se marier avec des femmes indiennes, ça arrivait. J'ai un bouquin sur les coureurs des bois, moi j'aime bien. Après on est à fond sur la fin des Indiens, le début des réserves et compagnie, donc le fait qu'on va leur prendre leurs terres et que il va y avoir des grands massacres, on peut même parler de génocide, je pense. Mais le truc que je trouve un petit peu touchant dans ce personnage, c'est que il est décrit comme étant un peu tout le temps triste, et apparemment au mois de septembre, il disparaît. Je sais plus si c'était au mois de septembre ou octobre, qu'il disparaît quelques semaines, et quand on le revoit de nouveau, il est encore plus triste que d'habitude, et après ça passe un peu. Donc, est-ce que il va sur la tombe de sa mère, ou quelque chose comme ça? Est-ce que sa mère a été... Ou ne... Enfin, est-ce que sa mère et No et Eusebio l'ont retrouvé et ont été tués par des Indiens? Ou est-ce que le père a retrouvé la mère et le domestique et il retourne voir en fait sa famille quelques jours, une fois par an, mais on lui rappelle gentiment son exil parce que bah je pense qu'il y a quand même la mémoire des gens. Donc ils se souviennent que peut-être c'était quasiment 20 ans avant, le fils du mec de l'hacienda, il a buté un vaquero et qu'il a foutu le feu à une maison. Donc en gros, si on sait qu'il est là-bas, peut-être que quelqu'un va essayer de le choper et le filer à la justice. On est peut-être dans un truc comme ça. C'est comme ça que je l'imagine. J'ai trouvé ça assez intéressant aussi, son rapport avec Belle Humeur. Donc le Canadien, il vient de loin là, hein. Alors, si on trace un trait entre la Louisiane et je crois que c'est l'Ontario, il y a MB à côté, Manitoba. Il y a Louisiane, Arkansas, Missouri, Iowa, Minnesota, et après on arrive au Canada. Je suis assez fascinée par la rectitude des frontières entre le Canada et les États-Unis, ou entre les différents États. C'est droit de chez droit. C'est assez flippant. Je pensais en fait que la nièce ou Aguilar et compagnie pouvaient faire partie de la famille de ce gars-là. Mais j'ai vérifié en fait Aguilar, à moins que je sois passée à côté, c'est pas le nom de... Je pensais en fait qu'éventuellement le capitaine pouvait être un frère ou un truc comme ça, je suis pas sûre, je pense pas, il porte pas le même nom que le père du chasseur. Et le général n'est pas nommé, je crois pas, parce que je me demandais si c'était pas son père. J'ai un doute. Parce qu'au niveau de la description, on est un petit peu là-dedans. Je trouve qu'il y a une ressemblance. En plus, il a les cheveux blancs. C'est une Donia, la fille.
Donc plutôt une espèce d'aristocratie mexicaine qui vient d'Espagne. Probablement que c'est quelqu'un qui est apparenté aux chasseurs. Euh, Ils ont l'air d'être à peu près au même. Ils sont le long de la même rivière, la Grande Canadienne. Donc, par contre, là, le chasseur et Belle Humeur, ils vont être occupés avec les 30 Comanches et Œil d'Aigle, je crois. Enfin, celui qui veut les buter parce qu'il a été vexé. Donc, je sais pas trop en fait. J'arrive pas à pronostiquer ce qui va se passer parce que je pense que c'est trop tôt et qu'on sait pas en fait qui sont les gens qui ont été abandonnés par les guides là. Parce que là, il y a bien un gambusino, je sais pas ce que ça veut dire, je vais vous dire. Alors, c'est un terme désuet, gambusino. Donc, le dictionnaire de la langue française précise personne qui, au Mexique, cherchait de l'or de manière traditionnelle. C'est un orpailleur, quoi. Après, ça a quand même l'air d'être plutôt des gens des gens de misère, mais qui connaissent en fait le pays dans lequel ils vivent, contrairement au général qui n'a pas l'air de trop savoir. Il y a un capitaine qui est là, il y a des militaires, donc peut-être qu'ils sont suffisamment nombreux. Bon, par contre, là, ils sont dans une tente, dans une prairie qui brûle. Ça craint un peu. Je trouvais ça bizarre aussi le comportement de la petite métisse, là, Phébé. Donc Phébé, c'est Phebe. Elle rigole un peu comme une gourde, donc est-ce qu'elle a entendu quelque chose? Est-ce qu'elle est au courant? Parce que elle est quand même aussi dans la prairie qui crame, donc elle risque aussi d'être tuée. Donc je sais pas. Je me dis que ceux-là qui sont dans la prairie qui brûle, avec les chevaux qui vont paniquer et tout ça, qui vont se barrer, il y a plus de chances que ça fasse du dégât, vu qu'il va y avoir de la panique, que le chasseur et Belle Aventure qui sont en train de chasser les Comanches, qui voulaient les tuer. J'ai trouvé ça assez intéressant aussi, l'histoire des grottes, là, qui passent sous une rivière et tout ça. Je sais pas si géologiquement c'est possible, je pense que si, mais ça faisait bizarre le côté éclairage. Enfin, un éclairage naturel entre des anfractuosités, certainement, il y avait un trou et donc ça éclairait, mais avec la rivière qui passe au-dessus, je sais pas, j'ai un peu du mal à me le représenter, donc j'ai l'impression que c'est presque du fantastique. Mais je trouvais ça intéressant. Et par contre, ils ont intérêt à bien explorer les grottes parce que s'ils ont laissé des chevaux à la tâche avec des ours, parce que les grottes c'est vachement sympa pour des ours. On est en septembre en plus, septembre-octobre, ils sont pas encore en hibernation. Je sais pas si c'est l'idée du siècle. Mais bon, je pense que là, Belle Humeur, il avait l'air de connaître ses grottes. Donc voilà. Comme il est un petit peu tard, je vais pas faire trop de. Je voulais vous faire un petit peu un pitch sur la vie de Gustave Aimard, mais je le ferai le prochain coup parce qu'il est tard. Donc, je pense qu'on va rester sur un rythme à peu près d'une vingtaine de pages comme ça par lecture. Sachez que là, on est déjà à 22%. C'est énorme. Ah, mais on va les lire à peu près 10% par 10%. Et donc, je calcule à la louche combien de semaines il reste. Je crois qu'il reste 9 semaines. Oui, c'est ça. On était à peu près sur une lecture de 10 semaines. Ce qui n'est pas énorme à ma foi, mais c'est bien. J'aime bien que ce soit court parce que bah, justement, ça fait peut-être un peu plus dynamique et ça va être. J'aurais moins l'impression que ça dure 3 plombs comme Shirley qui était vraiment trop long. Et ma foi, j'ai le souvenir en fait d'avoir vu un retour d'un lecteur qui disait que le style de Gustave Aimard était un peu pas ouf. Et apparemment, c'est un auteur qui a écrit tellement de livres qu'il avait une tendance à l'autoplagiat. Donc, d'un roman à l'autre, il pouvait plagier ses propres romans, ce qui en soi n'est peut-être pas dramatique non plus. Mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est un auteur qui a été un peu déprécié pour son travail. euh, de manière un peu académique, alors que je pense qu'il est à fond du côté du divertissement. Mais j'aime assez comment c'est écrit, j'aime bien, ma foi. Je trouve que c'est assez immersif. Il fait des phrases longues, des fois des phrases courtes, il y a quand même du vocabulaire, faut pas exagérer, quoi. Parce que c'est un gars qui a appris tard à lire et qui a pas fait de grandes études. Parce qu'il s'est échappé assez vite, mais on en parlera plus tard.
Je vous souhaite un très bon dimanche, à mercredi. Alors mercredi, là je peux vous le dire, parce que je viens de tourner la vidéo. Mercredi, ça va être une vidéo sur 3 livres audio imaginaires que j'ai lus sur Audible et qui sont courts. Donc on est sur des trucs... des contes un petit peu horrifiques qui sont des préquels à une saga qui va bientôt se terminer. Une grande nouvelle de Georges Martin, La Maison du Verre, et un court roman de Robert Silverberg qui est La Porte des Mondes, il me semble. Et donc les deux nouvelles, c'était préquelles du Sentier des Astres de Stéphane Plateau. C'était Le Roi Cornu et Dévoreur. Et j'ai vraiment aimé. J'aime beaucoup ce qu'il fait Stéphane Plateau. Je m'arrête là. Très bon dimanche à vous. À mercredi si vous voulez voir mon retour sur des nouvelles ou des romans courts ou novellas. Donc il y en a 3. Et à samedi prochain pour la suite des Fables et légendes du Japon. Et à dimanche prochain pour la suite des Trappeurs de l'Arkansas. Et à tout bientôt aussi pour d'autres livres audio en policier thriller. Un petit retour aussi sur une grande nouvelle, une grande nouvelle de Dostoïevski. Et bientôt un retour aussi sur 3 romans auto-édités que j'ai eu en service de presse. Donc c'est une comédie romantique qui se passe au Japon, Fujilove de Sarah Fay. Une fantaisie avec des sorcières qui vivent dans un royaume qui leur est hostile. C'est L'ombre des flammes de Laetitia Claver. Et enfin une romance cannibale avec Vorago de Lazare Rochemont. Tout ça bientôt. À tout bientôt, très bon dimanche. Salut!